Bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et préparez-vous pour un voyage. Aujourd'hui, nous n'irons pas explorer de lointaines étoiles ni de planètes exotiques. Notre chemin nous mène au cœur même de la réalité, dans sa trame la plus fondamentale et la plus énigmatique, le temps. Avez-vous déjà ressenti le déjà-vu? Cette étrange et fugace impression que l'instant que vous vivez a déjà eu lieu. Imaginez maintenant ce sentiment étiré à l'échelle de l'univers tout entier. Et si non seulement d'un instant, mais l'histoire entière du cosmos, du premier éclair de lumière au dernier atome mourant, n'était qu'une répétition. Durant cette séance d'exploration nocturne, nous allons sonder l'une des idées les plus vertigineuses de la science et de la philosophie. L'hypothèse que le temps n'est pas linéaire, qu'il ne file pas en flèche droite du passé vers le futur, mais qu'il se referme en un cercle gigantesque et éternel. Nous parlerons de ce qui a pu exister avant le Big Bang et de ce qui se passera après la fin de toute chose. Je vous promets qu'à la fin de ce voyage, votre perception de l'univers et peut-être de votre propre vie ne sera plus jamais la même. Plongeons ensemble dans l'anomalie du temps, là où le cosmos s'écoule en boucle. Avant de nous plonger dans le tourbillon des théories cycliques, rappelons-nous la vision du monde que la plupart d'entre nous considèrent comme canonique, l'histoire du temps linéaire. Elle commence il y a environ 13,8 milliards d'années. À cet instant précis, d'un état de densité et de température inimaginable que les scientifiques nomment la singularité, tout est né. L'espace, la matière, l'énergie et le temps lui-même. C'est ce que nous appelons le Big Bang. Dès cet instant, l'univers commence à s'étendre et à se refroidir. Les premières particules apparaissent, puis se regroupent en atomes. La gravité prend ses droits, façonnant les premières étoiles et galaxies à partir des nuages de gaz. Ces étoiles vivent et meurent, créant dans leur fournaise les éléments lourds d'où naîtront plus tard les planètes et, finalement, vous et moi. Cette histoire est belle, cohérente, et confirmée par de nombreuses observations du rayonnement fossile vestige de ces temps anciens à l'éloignement des galaxies lointaines. Dans ce modèle, l'univers a un commencement clair. Mais c'est là que réside son principal problème, son talon d'Achille. Si le temps a eu un début, qu'y avait-il avant? La question elle-même semble absurde dans le cadre de cette théorie. Si le temps n'existait pas, alors la notion de « avant » n'a pas de sens. C'est comme essayer d'aller vers le nord en partant du pôle nord. Les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent tout simplement de fonctionner au point de singularité. C'est un mur que notre science ne peut franchir. Et c'est justement ce rien ou cette ignorance insatisfaisante qui a poussé les chercheurs à explorer des alternatives. Et si le Big Bang n'était pas le commencement de tout, mais seulement un moment de transition dans une histoire beaucoup plus grande, beaucoup plus éternelle? Pour entamer notre voyage commun dans les abysses du cosmos et de la conscience, posons-nous la question fondamentale qui, tel un éternel compagnon, a hanté l'humanité à travers les âges. Qu'est-ce donc que le temps? Notre compréhension intuitive et quotidienne nous en donne une image simple et limpide. Le temps est un fleuve implacable et large qui ne coule que dans une seule direction. Il prend sa source dans un lieu brumeux que nous nommons le passé, traverse l'instant éphémère du présent pour se jeter dans l'océan infini de l'avenir. Nous ne sommes que de frêles esquifs sur ce courant, incapables de remonter la pente ou d'en stopper le cours. Chaque battement de cœur, chaque inspiration, chaque alternance du jour et de la nuit semble confirmer cette vérité irréfutable. Toute notre civilisation, toute notre existence personnelle est bâtie sur cet axe linéaire. Nous célébrons des anniversaires, fêtons des commémorations, faisons des plans pour demain, pour l'année prochaine,
pour les décennies à venir, avec la certitude inébranlable que le passé est derrière nous et que l'avenir n'est pas encore advenu. Cette conception, cette flèche du temps filant du point A au point B, est si profondément tissée dans la trame de notre pensée et de notre langage que toute alternative nous semble non seulement étrange, mais presque hérétique, violant les lois fondamentales de l'existence. Nous disons « le temps guérit », « le temps est révolu »,« l'avenir nous le dira », et toutes ces expressions reposent sur la présomption de son irréversibilité. Mais que se passe-t-il si ce modèle, si confortable et familier, n'est qu'une illusion locale? Une illusion engendrée par notre échelle de perception spécifiquement humaine, à la manière de l'illusion de la Terre plate pour un homme se tenant au milieu d'un champ. Et si, en réalité, à l'échelle colossale et inimaginable de l'univers tout entier, ce fleuve du temps ne se jetait pas dans l'océan de l'oubli? Et s'il décrivait, après une courbure gigantesque et cosmique, un retour vers sa source, se refermant en un cercle éternel et insondable? Dans ce paradigme stupéfiant, notre monde n'a ni commencement absolu, ni fin définitive. Il n'y a pas d'acte de création unique, ni de mort thermique finale. Il n'y a qu'un cycle infini et pulsant de respiration cosmique, une inspiration, la naissance de l'univers, une expiration, son déclin, et à nouveau une inspiration, une nouvelle naissance. L'idée que le Big Bang, que la science moderne considère comme le point de départ de toute chose, de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps lui-même, n'ait pas été un événement unique, mais seulement un battement, de plus, dans une série infinie de répétitions, cette idée est capable d'ébranler les fondements mêmes de notre vision du monde. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse scientifique abstraite, c'est une conception philosophique profonde qui nous oblige à nous demander « Qui sommes-nous dans cet éternel tourbillon ?» Nos vies se répètent-elles? Et le mot « première fois » a-t-il seulement un sens? Au cours de cette conférence, sous le voile de la nuit, nous nous permettrons de quitter les rives familières pour naviguer sur les courants les plus audacieux et les plus étranges de la cosmologie moderne, afin d'explorer cette anomalie fascinante. La possibilité que le cosmos coule éternellement en cercle. L'idée de cyclicité n'est pas nouvelle. Elle est aussi ancienne que la pensée humaine elle-même. Partout dans le monde, les civilisations antiques, des hindous, avec leur concept de kalpas et de yugas, aux Grecs, avec leur grand temps où toutes les planètes retrouvent leur position initiale. Ressentaient intuitivement cette récurrence de l'être. Ils observaient les cycles naturels, l'alternance des saisons, le cycle de l'eau, la vie et la mort, le sommeil et l'éveil. Pour eux, il était tout à fait naturel d'extrapoler ces cycles terrestres à l'échelle du cosmos. Le monde naissait du chaos, traversait ses âges d'or, d'argent, de bronze et de fer, puis se désagrégeait pour renaître à nouveau. Ces mythes anciens et ces systèmes philosophiques ne connaissaient aucune terreur de la fin du monde, car la fin annonçait toujours un nouveau départ. C'était une vision apaisante et harmonieuse, où rien ne disparaissait sans laisser de traces, mais se transformait simplement. Cependant, avec l'avènement de la révolution scientifique et le développement de la thermodynamique au XIXe siècle, ce modèle cyclique allait se heurter à un obstacle majeur. Cet obstacle, c'était le concept d'entropie. Le second principe de la thermodynamique, l'une des lois les plus inébranlables de la physique, stipule que dans un système fermé, l'entropie globale, ou mesure du désordre, ne peut que croître. Or, l'univers nous apparaît précisément comme un tel système fermé. Chaque événement, chaque processus en son sein contribue à accroître le chaos général. Le chaud se refroidit, l'ordonné se désagrège. Une étoile rayonne son énergie et finit par s'éteindre. Une molécule complexe se décompose en atomes simples. Cette croissance irréversible de l'entropie est ce que nous percevons comme la flèche du temps. Elle distingue le passé du futur. Même si l'univers se recontractait, il ne reviendrait pas à son état initial et ordonné.
Il se condenserait en une bouillie incroyablement chaude et chaotique, portant une entropie extrêmement élevée. C'est un peu comme si vous cassiez un œuf et tentiez de le reconstituer en passant la vidéo à l'envers. Sur la vidéo, cela semble possible, mais dans la réalité, cela ne se produit jamais. Il semblait donc que le second principe de la thermodynamique avait sonné le glas des modèles cycliques. L'univers ne pourrait naître qu'une seule fois, mener son existence en accroissant le désordre, pour mourir d'une mort thermique définitive, où toute l'énergie serait uniformément répartie dans un espace froid et vide. Mais, comme nous le verrons plus loin, les esprits les plus audacieux des XXe et XXIe siècles ont trouvé des moyens de contourner ce verdict. La première, et sans doute la plus intuitive des modèles modernes d'univers cyclique, s'appelle la théorie du grand rebond, ou Big Bounce. C'est un développement direct et une réinterprétation de la théorie standard du Big Bang. Imaginez une balle que vous lancez au sol. Elle descend, se comprime à l'impact, puis rebondit, s'élance vers le haut et se dilate à nouveau. Maintenant, imaginons que l'intégralité de notre univers soit cette balle gigantesque. Actuellement, nous sommes dans la phase ascendante juste après le rebond. L'univers est en pleine expansion, les galaxies s'éloignent les unes des autres, l'espace lui-même s'étire. Mais, selon cette théorie, cette expansion ne sera pas éternelle. À un certain moment, dans plusieurs milliards d'or d'années, la gravité, cette force d'attraction de toute la matière et l'énergie de l'univers, prendra le dessus sur la force de l'explosion initiale. L'expansion ralentira, s'arrêtera, puis fera place à la contraction. Ce sera le début d'une ère que l'on nomme le grand crunch ou la grande implosion. L'univers commencera à se contracter, les galaxies voleront les unes vers les autres. La température et la densité augmenteront inexorablement. Les étoiles et les planètes seront déchirées, les atomes se désintégreront en particules élémentaires. Finalement, toute la matière de l'univers s'effondrera en un seul point, très similaire à la singularité d'où tout est parti. Et c'est là que réside l'aspect le plus fascinant. Au lieu de disparaître simplement dans le néant, ce point de densité extrême rebondit, grâce aux lois de la gravité quantique que nous ne maîtrisons pas encore totalement. Un nouveau Big Bang se produit, amorçant le cycle suivant, un nouvel univers avec peut-être des lois physiques entièrement différentes. Ce modèle résout élégamment la question « Qu'y avait-il avant le Big Bang ?» La réponse est simple. L'univers précédent en phase de contraction. Il n'y a pas de début à proprement parler, seulement une succession infinie de cycles d'expansion et de contraction, de véritables inspirations et expirations cosmiques. C'est comme le battement éternel d'un cœur cosmique gigantesque. Cependant, cette jolie théorie se heurte à un problème majeur, l'énergie noire. Les observations menées au LMOC à la fin du XXe siècle ont révélé que l'expansion de notre univers ne ralentit pas sous l'effet de la gravité. Au contraire, elle s'accélère. Les scientifiques attribuent cela à la mystérieuse énergie noire, une force antigravitationnelle répartie dans tout le cosmos. Si son action ne cesse pas, il n'y aura jamais de grand crunch. L'univers sera alors voué à une expansion éternelle et à une mort froide. Mais, même face à cela, les partisans de la cyclicité ont des contre-arguments. Nous voici donc face à l'antagoniste principal de l'idée du Big Crunch, la mystérieuse énergie noire. On estime que cette substance invisible représente près de 70% de l'énergie totale de l'univers et elle agit comme une véritable antigravité. Elle n'attire pas, elle repousse, forçant l'espace à s'étendre de plus en plus vite. Si l'énergie noire maintient cette poussée indéfiniment, la gravité ne pourra jamais stopper l'expansion, ni l'inverser. Au lieu d'un Big Crunch, le grand effondrement, ce sont alors le Big Rip, le grand déchirement, ou le Big Freeze, le refroidissement éternel qui nous attendent. Dans le premier scénario, celui du Big Rip,
L'accélération deviendrait si violente qu'elle déchiquetterait d'abord les galaxies, puis les systèmes stellaires, les planètes, et finirait par briser les atomes eux-mêmes. Dans le second, plus calme mais tout aussi funeste, l'univers s'étendrait éternellement. Les étoiles s'éteindraient, la matière se désintégrerait, et le cosmos deviendrait un désert froid, obscur, infini et mort. Ces deux options mènent à une fin définitive et irréversible. Mais l'énergie noire est-elle vraiment toute puissante? Les défenseurs des modèles cycliques pensent que non. Ils émettent l'hypothèse de la quintessence ou de l'énergie fantôme. Contrairement à la constante cosmologique introduite par Einstein, qui est, par définition, immuable, la quintessence pourrait modifier ses propriétés au fil du temps. Imaginez que l'énergie noire ne soit pas une force de fond constante, mais un champ dynamique. À notre époque, ce champ a des propriétés répulsives, provoquant cette expansion accélérée. Mais que se passerait-il si, dans des dizaines ou des centaines de milliards d'années, ce champ changeait de polarité? Et si la force de répulsion se transformait en attraction? Dans ce cas, l'énergie noire, au lieu d'être l'ennemi du Big Crunch, en deviendrait l'allié. Elle aiderait la gravité à contracter l'univers et le ferait de manière bien plus efficace. Cela permettrait de déclencher le mécanisme du Big Bounce, le grand rebond, même dans un univers dominé par cette énergie sombre. Bien sûr, ce ne sont pour l'instant que des hypothèses théoriques. Nous en savons encore trop peu sur la véritable nature de l'énergie noire. Mais la simple possibilité que cette force ne soit ni éternelle ni constante laisse une porte ouverte au modèle cyclique. Peut-être que l'univers joue le jeu du long terme et que la phase actuelle d'expansion accélérée n'est qu'une étape temporaire dans la danse cosmique éternelle de la contraction et de l'expansion. Même si l'on résout le problème de l'énergie sombre, un deuxième adversaire, encore plus redoutable, s'oppose à la cyclicité. La deuxième loi de la thermodynamique, que nous avons déjà évoquée, est l'augmentation implacable de l'entropie. Examinons cette notion plus en détail, car elle est la clé pour comprendre la flèche du temps. Imaginez votre chambre. Si vous ne faites aucun effort pour la ranger, elle deviendra de plus en plus désordonnée avec le temps. Les objets ne seront plus à leur place, la poussière s'accumulera. Le désordre ou chaos ne fera qu'augmenter. Pour ramener la pièce à un état ordonné, vous devez dépenser de l'énergie. Le même phénomène se produit dans l'univers. Tout processus transforme l'énergie ordonnée et utilisable en énergie désordonnée, en chaleur diffuse et inutilisable. Une étoile est un système hautement ordonné qui concentre une quantité colossale d'énergie. En émettant de la lumière et de la chaleur, elle dissipe cette énergie dans l'espace environnant, augmentant ainsi l'entropie globale. Imaginons maintenant que notre univers fonctionne par cycle. Il s'étend, puis se contracte. Chaque cycle s'accompagnerait de la production d'une quantité colossale d'entropie. Cela signifie que chaque cycle suivant commencerait avec un niveau de désordre plus élevé que le précédent. Il serait plus sale, plus chaotique. L'univers après le rebond serait plus grand et vivrait plus longtemps que le précédent. Et cela se répéterait à chaque cycle. Si l'on remonte cette logique dans le temps, on en déduit que les cycles précédents étaient plus courts et plus petits, et qu'en fin de compte, nous arriverions inévitablement au tout premier cycle, le plus petit et le plus ordonné. Autrement dit, nous butons à nouveau sur le problème d'une origine. Les cycles ne peuvent pas être éternels s'ils deviennent de plus en plus entropiques à chaque itération. C'est comme une photocopie de photocopie. À chaque nouvelle copie, la qualité de l'image se dégrade jusqu'à devenir illisible. De même, l'univers deviendrait de plus en plus chaotique et diffus à chaque cycle, jusqu'à l'arrêt total de ces cycles. Ce problème paraissait insoluble. Pour que les cycles puissent être éternels, il faudrait un mécanisme capable,
à la fin de chaque cycle, de réinitialiser l'entropie, de faire un grand nettoyage de l'univers, le ramenant à son état initial de basse entropie. Et un tel mécanisme a effectivement été proposé par l'un des plus grands physiciens de notre époque. La solution à ce problème d'accumulation d'entropie est venue d'un endroit totalement inattendu. Elle a été proposée par Sir Roger Penrose, lauréat du prix Nobel et l'un des esprits les plus originaux de la physique moderne. Sa théorie s'appelle la cosmologie cyclique conforme. Le nom est peut-être intimidant, mais l'idée fondamentale est d'une élégance surprenante. Penrose nous invite à jeter un œil à la toute fin de notre univers, dans l'hypothèse où il serait destiné non pas à se contracter, mais à une expansion éternelle. Imaginez un futur dans un nombre d'années inimaginable. Toutes les étoiles se seront éteintes, toute la matière se sera désintégrée en particules élémentaires. C'est ce qu'on appelle la désintégration des protons. Et même les trous noirs se seront évaporés sous l'effet du rayonnement de Hawking. Que restera-t-il? Il ne restera qu'un univers froid, sombre et vide, rempli uniquement de photons, ces particules de lumière sans masse, et peut-être d'autres particules sans masse comme les gravitons et les neutrinos. Dans un tel univers, sans objet massif pouvant servir de chronomètre ou de règle, les notions de temps et de distance perdent tout leur sens. Pour un photon voyageant à la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule pas et la distance n'existe pas. Il se trouve simultanément au début et à la fin de son trajet. Dans cet univers dépourvu de masse, les lois de la physique deviennent ce qu'on appelle conformément invariantes. Cela signifie que la physique ne change pas lorsque l'échelle est vite modifiée. Un univers étiré à des dimensions gigantesques devient physiquement indiscernable d'un univers compressé jusqu'à un point microscopique. Et c'est là que Penrose opère son coup de génie. Il affirme que cette fin froide, vide et infiniment grande de notre univers, notre éon, comme il l'appelle, est mathématiquement équivalente au début chaud, dense et infiniment petit de l'univers suivant. Un nouveau Big Bang. Il y a un redimensionnement conforme. Le futur infiniment lointain d'un éon devient le point de départ de la singularité du suivant. Et l'entropie, dans tout ça? Selon Penrose, l'énorme quantité d'entropie de notre éon, principalement contenue dans le rayonnement fossile, devient le carburant, même qui assure l'ordre et la faible entropie au début de l'éon suivant. Le champ gravitationnel absorbe, en quelque sorte, tout le chaos et se régénère dans un état lisse et homogène, prêt pour un nouveau cycle. Ainsi, la fin est le commencement. L'univers se régénère éternellement, passant de l'état de vide infini à l'état de densité infinie, et ce, à l'infini. La théorie de Roger Penrose, ce n'est pas qu'une simple et belle abstraction mathématique. Elle formule des prédictions très concrètes et vérifiables. Si notre univers n'est effectivement qu'un éon parmi une chaîne infinie, il doit nécessairement contenir des traces de l'éon précédent. Penrose a suggéré que ces traces pourraient après prendre la forme de ce qu'il appelle les points de Hawking. Mais que sont exactement ces points? Dans l'éon précédent, tout comme dans le nôtre, il existait des trous noirs supermassifs. Ils servaient de centre gravitationnel pour les galaxies, engloutissant la matière sur des trillions d'années. Or, selon la théorie de Stephen Hawking, les trous noirs ne sont pas éternels. Ils s'évaporent très lentement en émettant de l'énergie sous forme de particules, un phénomène que nous appelons le rayonnement de Hawking. À la toute fin de leur existence, lorsqu'un trou noir a quasiment évaporé toute sa masse, ce processus culmine par une puissante bouffée d'énergie. À l'échelle d'un seul éon, ces explosions se produisent dans un futur lointain, extrêmement lointain. Mais du point de vue de l'éon suivant, qui naît de la fin du précédent, ces bouffées d'énergie apparaissent comme des points gravés à l'aube même des temps. Penrose affirme que toute l'énergie émise par un trou noir supermassif lors de son évaporation sera, dans l'éon suivant,
concentré en un seul et minuscule point sur la carte du fond diffus cosmologique, cet écho du Big Bang que nous observons aujourd'hui. Ces points devraient se manifester sous forme de taches anormalement chaudes sur le fond de rayonnement micro-ondes global. Leur taille apparente devrait être plusieurs fois supérieure au diamètre de la Lune dans notre ciel. Et le plus frappant, c'est que Penrose et ses collègues affirment avoir trouvé de tels points. Ils ont analysé les données collectées par les télescopes spatiaux et ont repéré plusieurs de ces régions anormales correspondant aux prédictions théoriques. Bien entendu, la communauté scientifique accueille pour l'instant ces affirmations avec un grand scepticisme. Beaucoup estiment que ces points pourraient être de simples fluctuations aléatoires ou des artefacts de traitement de données. Mais l'idée même que nous puissions apercevoir dans le ciel les fantômes de trous noirs d'un univers précédent est absolument époustouflante. Si l'existence des points de Hawking venait à être confirmée par des études indépendantes, cela représenterait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la science et une preuve irréfutable que notre univers n'est qu'un maillon dans une chaîne éternelle de renaissance. Au-delà de l'élégante, mais toujours contestée, théorie de Penrose, une approche radicalement différente explore l'idée d'un univers cyclique. Elle prend racine dans les domaines les plus avancés et abstraits de la physique théorique, la théorie des cordes et la théorie M. Ces cadres théoriques s'efforcent d'unifier toutes les forces fondamentales de la nature au sein d'une unique théorie du tout. Selon ces modèles, notre univers quadridimensionnel habituel, 3 dimensions spatiales et une temporelle, n'est pas l'intégralité du réel. Il n'est qu'une brane, une membrane flottant dans un espace multidimensionnel que l'on nomme l'hyperespace ou le bulk. Imaginez 2 feuilles de papier suspendues parallèlement l'une à l'autre dans une pièce. Chaque feuille représente un univers brane distinct. Dans le cadre de ce modèle, connu sous le nom de cosmologie ekpyrotique ou cosmologie des branes, le Big Bang n'a pas marqué le commencement absolu. Il serait le résultat de la collision de 2 de ces univers branes parallèles. Ces branes dérivent lentement dans l'hyperespace. De temps à autre, à l'échelle de milliers de milliards d'années, elles entrent en collision. C'est ce choc qui libère la quantité colossale d'énergie que nous interprétons comme le Big Bang. Suite à la collision, les branes rebondissent l'une sur l'autre et recommencent à s'écarter. Notre univers s'étend, se refroidit, et la vie y apparaît. Mais après avoir atteint leur séparation maximale, ces branes sont soumises à une force mystérieuse, agissant dans l'hyperespace, et elles se mettent à nouveau à converger. Des billions d'années plus tard, une nouvelle collision a lieu, un nouveau Big Bang, qui anéantit l'ancien univers et en génère un nouveau. Ce modèle résout aussi élégamment plusieurs des problèmes majeurs de la cosmologie standard. Il explique, par exemple, pourquoi l'univers est si homogène et si plat. C'est parce qu'avant la collision, les branes étaient froides, presque vides et parfaitement parallèles. Le choc s'est produit simultanément sur toute leur surface, engendrant un flash d'énergie d'une uniformité parfaite. De plus, ce modèle fait l'économie de la singularité. Au moment de l'impact, la température et la densité sont colossales, mais restent-tu fini? Les lois de la physique ne s'arrêtent jamais de fonctionner. Et bien sûr, cela résout la question du commencement. Notre Big Bang était précédé d'une collision antérieure. Il s'agit d'un cycle éternel de chocs et de séparation, de création et de destruction. Notre univers n'est qu'un acte parmi d'autres dans cette infinie pièce cosmique, jouée dans des dimensions supérieures qui nous sont invisibles. Revenons sur un concept fondamental, essentiel à notre perception du temps, la flèche du temps. Pourquoi nous souvenons-nous du passé, mais pas de l'avenir? Pourquoi un verre peut-il se briser, mais ses morceaux ne peuvent-ils pas se rassembler spontanément pour le reformer? Comme nous l'avons déjà mentionné,
Les physiciens attribuent cela à l'augmentation de l'entropie. Le passé est caractérisé par une faible entropie, l'ordre, tandis que l'avenir l'est par une entropie élevée, le chaos. Mais et si ce n'était pas la seule source de la directionnalité du temps? Il existe une autre flèche du temps, la flèche cosmologique. Elle est liée à l'expansion de l'univers. Nous vivons dans un univers en expansion. C'est dans un tel univers que la stabilité nécessaire à la formation des galaxies, des étoiles et de la vie peut exister. Dans un univers en contraction, tout serait radicalement différent. Le ciel ne serait pas sombre, mais éblouissant de lumière, car la lumière des galaxies lointaines subirait un décalage non pas vers le rouge, mais vers le bleu du spectre, devenant ainsi de plus en plus énergétique. Dans un tel environnement, les conditions seraient trop chaotiques pour permettre l'existence de structures complexes comme nous. Par conséquent, le simple fait de notre existence en tant qu'observateur suggère que nous devons nous trouver dans la phase d'expansion. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Mais que se passe-t-il si, dans un modèle d'univers cyclique, ces deux flèches du temps, la thermodynamique et la cosmologique, ne coïncident pas toujours? Certains scientifiques, comme Sean Carroll, proposent l'hypothèse de « le univers à deux flèches du temps ». Imaginez un point central, le Big Bang. À partir de ce point, le temps s'écoule dans deux directions opposées. Dans une direction, l'univers est en expansion et l'entropie augmente. C'est notre monde. Mais dans l'autre direction, l'inverse, il existe aussi un univers qui s'étend à partir du même Big Bang et dans lequel l'entropie augmente également, mais dont le futur et pour nous son passé. C'est comme deux courants émergeant d'une même source et s'écoulant dans des directions différentes. Dans cette vision du monde, l'univers n'a pas un seul avenir, mais deux. Et il n'y a pas un seul passé, mais un point de naissance commun. C'est un modèle encore plus étrange et contre-intuitif, mais c'est aussi une tentative de résoudre le problème de la faible entropie observée dans le passé. Peut-être que notre univers n'est qu'un des deux jumeaux nés d'un même événement, et quelque part, dans la direction que nous percevons comme le passé absolu, existerait une anti-univers pour lequel nous représentons son passé. Cette idée efface la frontière entre le passé et l'avenir au niveau le plus fondamental, et nous force à considérer que notre perception linéaire du temps pourrait être encore plus limitée que nous ne l'imaginions. Lorsque l'on explore les hypothèses de l'univers cyclique, une question fascinante s'impose. Les lois et les constantes fondamentales de la physique demeureront-elles identiques d'un cycle à l'autre? Dans le modèle standard du Big Bang, nous avons eu, pour ainsi dire, de la chance. Les constantes fondamentales, telles que la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle ou la charge de l'électron, possèdent très exactement les valeurs requises pour permettre l'émergence d'une chimie complexe, des étoiles et bien sûr de la vie. Si ne serait-ce qu'une seule de ces valeurs était légèrement différente, l'univers serait radicalement transformé, peut-être sans étoiles, uniquement composé d'hydrogène, ou s'effondrant en singularité une fraction de seconde après sa naissance. Ce phénomène est connu sous le nom d'ajustement fin ou réglage fin de l'univers. Dans le contexte d'un modèle cyclique, cette interrogation gagne encore en profondeur. Deux scénarios principaux s'offrent à nous. Le premier postule que chaque rebond, ou collision de Brown, réinitialise complètement les lois de la physique. Chaque nouveau cycle naîtrait avec un ensemble aléatoire de constantes fondamentales. Nous assistons alors à une forme de sélection naturelle cosmique. D'innombrables univers naissent et meurent, mais seules celles dont les constantes se révèlent propices subsistent assez longtemps pour que la vie complexe et des observateurs conscients puissent s'y développer. Notre présence dans un tel univers réussi n'est plus un miracle, mais une simple nécessité statistique. Nous existons ici et maintenant précisément parce que les lois de cet univers particulier le permettent.
Dans l'infinité des autres cycles, il n'y a peut-être personne pour se poser la question. Le second scénario, à l'inverse, avance que les lois physiques sont immuables et se transmettent fidèlement d'un cycle à l'autre. Elles pourraient être encodées dans la structure même de l'espace multidimensionnel où se heurtent les brânes, ou représenter une propriété intrinsèque du mécanisme de rebond. Dans ce cas, notre univers n'est pas le fruit d'un coup de chance cosmique. Il est le résultat inéluctable d'un processus éternel régi par les mêmes règles. Chaque cycle serait alors fondamentalement similaire au précédent. Il contiendrait les mêmes particules, les mêmes forces et les mêmes constantes. Cela n'exclut pas des différences dans les détails, la disposition des galaxies, l'histoire des planètes, mais la structure de base serait préservée. Pour l'heure, nous n'avons aucun moyen de déterminer lequel de ces scénarios est le bon. Mais le simple fait de poser la question nous transporte à un nouveau niveau de compréhension de notre place dans le cosmos. Sommes-nous le produit d'une loterie cosmique aléatoire ou l'aboutissement logique d'une loi éternelle et immuable? Les réflexions sur les cycles de l'univers nous mènent inévitablement au-delà de la physique pure, dans le domaine de la philosophie. Et c'est là que nous rencontrons une conception qui agitait l'esprit des penseurs bien avant l'émergence de la théorie des cordes ou de la cosmologie conforme. C'est l'idée de l'éternel retour. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche l'a formulée de la manière la plus frappante. Imaginez un démon qui vous apparaît dans votre solitude la plus profonde et qui vous dit « Cette vie que tu vis et que tu as vécue, il te faudra la revivre encore une fois et une quantité innombrable de fois. Et il n'y aura rien de nouveau en elle, mais chaque douleur et chaque joie, chaque pensée et chaque soupir, et tout l'infiniment petit et grand de ta vie devra revenir à toi, et tout cela dans le même ordre et la même succession. » Quelle serait votre réaction face à de tels mots? Vous effondreriez-vous, grinçant des dents et maudissant ce démon? Ou bien ressentiriez-vous une ivresse, comprenant que chacun de vos actes, chaque décision, acquiert le poids de l'éternité? Pour Nietzsche, ce n'était qu'une expérience de pensée, une mise à l'épreuve de la force de l'esprit humain. L'être humain pourrait-il aimer sa vie au point de désirer sa répétition infinie dans les moindres détails? Cette idée, connue sous le nom de amor fati, l'amour du destin, devient alors centrale. Mais que se passerait-il si ce n'était pas seulement une expérience de pensée? Et si le modèle cyclique de l'univers était avéré et que chaque cycle se répétait très exactement? La mécanique quantique nous enseigne qu'au niveau fondamental, le monde est probabiliste. Cependant, si l'univers est fini dans son volume et son contenu, alors le nombre de configurations possibles de particules, bien qu'inconcevablement vaste, reste tout de même fini. Et dans une série infinie de cycles, toute probabilité finie finira par se réaliser tôt ou tard. Et non seulement elle se réalisera, mais elle se réalisera un nombre infini de fois. Cela signifie que, quelque part dans la succession infinie des univers, naîtra une copie exacte de notre système solaire, de notre planète, et en fin de compte, de vous-même. Vous revivrez la même existence, commettrez les mêmes erreurs et remporterez les mêmes victoires. Et cela se répétera encore et encore et encore. Cette pensée peut être à la fois terrifiante et libératrice. Elle prive nos actions de leur unicité, mais leur confère en même temps un poids infini. Chacun de vos choix, chaque acte, qu'il soit bon ou mauvais, résonne dans l'éternité, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Écartons-nous un instant des échelles cosmiques globales et penchons-nous sur le concept même de cycle, en tant que principe fondamental de l'organisation de la matière et de l'information. Les cycles sont omniprésents autour de nous, et ce n'est pas un hasard. Notre planète tourne sur elle-même, engendrant le cycle du jour et de la nuit. Elle tourne autour du Soleil, instaurant le cycle des saisons. Ces mouvements astronomiques sont à la base de tous les rythmes biologiques terrestres. Les migrations aviaires, l'hibernation animale,
la floraison des plantes, tout cela est régi par la grande horloge céleste. L'eau de notre planète est en perpétuel mouvement cyclique. Évaporation, condensation, précipitation, ruissellement, et l'évaporation reprend. Le carbone, l'oxygène, l'azote, tous les éléments clés de la vie suivent leur propre cycle biogéochimique, transitant de la nature inorganique aux organismes vivants et inversement. La vie elle-même est un cycle de naissance, de croissance, de reproduction et de mort, assurant la continuité de l'espèce. Même au niveau de notre corps, nous observons une infinité de cycles. La respiration, les battements cardiaques, le sommeil et l'éveil. Nos cellules se renouvellent constamment dans le cadre de leurs propres cycles vitaux. Il est possible que l'univers entier soit organisé selon ce même principe, car la cyclicité est le mode d'existence le plus efficace et le plus stable pour les systèmes complexes. Un système linéaire, doté d'un commencement et d'une fin, est par essence un gaspillage. Il consomme ses ressources et évolue vers un épuisement inéluctable. Par contraste, un système cyclique est capable de s'auto-régénérer et de maintenir sa stabilité sur de très longues périodes. Il recycle ses propres déchets, transformant la fin d'un processus en le début d'un autre. Peut-être que l'entropie, que nous considérons comme une loi absolue menant au déclin, est en réalité, à son niveau le plus fondamental, intégrée dans un cycle global que nous ne parvenons pas encore à percevoir. Peut-être que l'augmentation du désordre dans une partie du système est compensée par l'émergence d'ordre ailleurs, ou, comme l'évoque la théorie de Penrose, le désordre maximal représente-t-il le point de transition vers un nouvel ordre? S'il en est ainsi, notre univers ne fait pas que subsister, il vit, il respire, il palpite, il se régénère. Et nous, avec tous nos petits cycles terrestres, ne sommes qu'un reflet fractal de ce grand processus cosmique et universel. L'un des arguments les plus solides en faveur du modèle standard du Big Bang est sans doute ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, FDC, ou rayonnement fossile. Ce faible rayonnement électromagnétique, qui remplit uniformément tout l'univers, est, pour l'essentiel, l'écho même du Big Bang. Pendant les 380 000 premières années suivant sa naissance, l'univers était si chaud et si dense qu'il formait un épais brouillard de plasma. La lumière ne pouvait pas se propager librement, constamment diffusée par les électrons libres. Mais lorsque l'univers s'est suffisamment dilaté et refroidi, les protons et les électrons ont pu s'unir pour former des atomes d'hydrogène. L'univers est alors devenu transparent à la lumière. Cette même lumière, émise à cet instant précis, voyage toujours dans le cosmos, refroidie par l'expansion jusqu'à une température d'à peine 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. La carte de ce rayonnement fossile est en somme la photographie de l'univers dans son enfance. Elle renferme une quantité phénoménale d'informations sur sa naissance et son évolution précoce. Mais comment les modèles cycliques expliquent-ils l'existence de ce fond? Dans le modèle du grand rebond, tout est relativement simple. Chaque nouveau Big Bang, ou rebond, engendre sa propre phase de plasma chaud et, par conséquent, son propre rayonnement fossile. Le rayonnement que nous observons aujourd'hui est donc l'écho du dernier rebond. Le rayonnement fossile des cycles précédents a été complètement détruit et refondu dans les conditions extrêmes de la grande contraction. Dans le modèle de Penrose, la situation est quelque peu différente et plus fascinante. Le fond diffus de notre éon est en réalité le fond reformaté et mis à l'échelle provenant du futur lointain de l'éon précédent. Toute l'énergie qui sera dissipée dans le cosmos à la fin de notre cycle deviendra un rayonnement de haute énergie au début du cycle suivant. Quant au point de Hawking, dont nous avons parlé, il constituait la trace directe de l'activité des trous noirs de l'éon précédent sur le fond diffus de notre propre éon. Enfin, dans le modèle des branes en collision, le rayonnement fossile naît également au moment de l'impact.
L'énergie du choc échauffe les branes à des températures ultra élevées, créant le plasma chaud qui se refroidit ensuite et devient transparent. Ainsi, tous les principaux modèles cycliques sont capables d'expliquer la présence du rayonnement fossile. Mieux encore, ils prévoient dans celui-ci de subtiles particularités qui peuvent différer des prédictions du modèle inflationniste standard. La recherche de ces infimes divergences dans les données recueillies par les télescopes est aujourd'hui l'un des champs de bataille les plus actifs opposant les partisans de la cosmologie linéaire et ceux de la cosmologie cyclique. Lorsque l'on évoque la naissance de l'univers, qu'il s'agisse du Big Bang unique ou d'une série de rebonds cycliques, on se heurte immédiatement au problème de l'incroyable uniformité du cosmos primordial. Si l'on observe la carte du rayonnement fossile, on constate que les variations de température ne sont que d'une 100 millième de degré sur l'ensemble du ciel. L'univers primitif était donc d'une uniformité stupéfiante, quelle que soit la direction. Or, dans le modèle standard du Big Bang, cela pose un véritable défi. Au commencement, les régions que nous observons aujourd'hui aux antipodes du ciel étaient si éloignées que la lumière n'a jamais pu voyager entre elles. Elles n'ont pas eu le temps de communiquer pour harmoniser leur température. C'est là qu'intervient la théorie de l'inflation. Cette hypothèse postule que, durant la première fraction de seconde suivant le Big Bang, l'univers a connu une phase d'expansion exponentielle extrêmement rapide, dépassant la vitesse de la lumière. Il serait passé d'une taille microscopique à celle d'un pamplemousse en un temps infinitésimal. Cette dilatation a eu pour effet de lisser toutes les irrégularités initiales, rendant ainsi l'univers incroyablement homogène. Mais comment les modèles cycliques abordent-ils cette énigme ? Le modèle du grand rebond propose une solution différente. Avant d'entamer la phase de contraction, l'univers précédent aurait eu une existence très longue. Il aurait ainsi disposé de suffisamment de temps pour que toutes ses parties atteignent l'équilibre thermique. La phase de lente contraction qui s'ensuit préserve cette uniformité. L'univers arrive donc au moment du rebond déjà lisse et homogène, sans nécessité d'étapes d'inflation supplémentaires après sa renaissance. Dans le modèle des branes en collision, ou modèle équipyrotique, l'homogénéité s'explique tout aussi naturellement. Avant la collision, les branes se rapprochent lentement sur des trillions d'années. Elles sont froides, quasi vides et extrêmement lisses. Le choc se produit simultanément sur toute leur surface, générant un flash d'énergie parfaitement uniforme. Ainsi, les modèles cycliques n'offrent pas seulement une alternative à la singularité initiale, ils peuvent aussi expliquer des propriétés cruciales de notre univers. Leurs défenseurs estiment que cette explication est plus naturelle et évite l'introduction d'entités supplémentaires comme un hypothétique champ d'inflation. Ils substituent à une énigme, celle de ce qui précédait le Big Bang et pourquoi il était si particulier. Une autre question, peut-être plus fondamentale, celle du cycle éternel qui s'auto-entretient. C'est un véritable changement de paradigme. Passer d'un événement de création unique à un processus de renaissance permanent. Reprenons l'idée de l'éternel retour, mais cette fois sous l'angle de l'information. Un principe fondamental de la physique stipule que l'information ne peut être détruite. C'est ce principe qui est au cœur du célèbre paradoxe de l'information des trous noirs. Lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, toutes les données le concernant, sa composition, sa structure, son histoire, semblent s'effacer à jamais. Or, cela contredit les lois de la mécanique quantique. Stephen Hawking et d'autres physiciens ont lutté contre ce problème pendant des décennies. Aujourd'hui, la majorité s'accorde à penser que l'information est d'une manière ou d'une autre préservée, peut-être encodée à la surface de l'horizon des événements ou directement dans le rayonnement de Hawking lui-même. Appliquons maintenant ce principe à un univers cyclique. Si l'information est indestructible, que devient-elle lors d'un Big Crunch ou de la collision des branes ?
L'information du cycle précédent est-elle conservée? Et si oui, sous quelle forme? Peut-être que chaque nouveau cycle ne repart pas d'une table rase. Il se pourrait qu'il contienne la mémoire des itérations passées sous forme encodée. Ceci pourrait se manifester par de subtiles fluctuations dans le rayonnement fossile ou dans la répartition des galaxies. C'est l'image d'un livre que l'on efface pour le réécrire, mais dont les pages conserveraient les traces à peine perceptibles des lettres anciennes. Certaines hypothèses audacieuses vont encore plus loin. Par exemple, le physicien Lee Smolin, avec sa théorie de la sélection naturelle cosmologique, suggère que les univers se reproduisent via la formation de trous noirs. Chaque trou noir au sein de notre univers engendre un nouvel univers doté de lois physiques légèrement modifiées. Et seuls survivent, c'est-à-dire produisent le plus de trous noirs, les univers dont les lois sont les plus propices à cette formation. Dans ce modèle, l'information de l'univers parent est transmise à l'univers enfant, mais avec de légères mutations. Cela engendre une véritable évolution des univers qui deviennent de plus en plus adaptés à l'existence. Dans cette vision du monde, l'éternel retour n'est plus la répétition exacte du même événement, mais plutôt une éternelle évolution, un perfectionnement cosmique sans fin. Chaque cycle n'est pas identique au précédent. Il en est le descendant, porteur de son héritage, mais injectant également de la nouveauté. Cela transforme l'univers d'une machine statique et répétitive en un organisme vivant et évolutif, capable d'apprendre de ses vies antérieures. L'idée que nous vivons dans un univers issu de trillions d'années d'une telle évolution cosmique est une perspective tout aussi fascinante, sinon plus, que celle d'une simple répétition. Tous les modèles cycliques que nous évoquons finissent par se heurter au même obstacle que la cosmologie standard, la nécessité d'unifier les deux piliers de la physique moderne, la théorie de la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique. La relativité générale décrit parfaitement la gravité et la structure de l'univers à grande échelle, planètes, étoiles, galaxies. La mécanique quantique, elle, décrit idéalement le monde des très petites échelles, celui des atomes et des particules élémentaires. Cependant, ces deux théories emploient des langages différents et reposent sur des principes antagonistes. Tant que nous ne parviendrons pas à les fusionner en une théorie unique de la gravité quantique, il nous sera impossible de décrire avec précision ce qui se passe dans des conditions extrêmes, comme au cœur d'un trou noir ou au moment du Big Bang, ou, dans le cadre de notre étude, au moment du grand rebond. C'est précisément à ce point, lorsque l'univers entier est compressé aux dimensions de Planck, que les effets gravitationnels et les effets quantiques deviennent également prépondérants. Que devient l'espace-temps dans de telles conditions? Se désagrège-t-il en quanta discret? Quel est le comportement de la matière? Les réponses à ces questions, que seule une future théorie de la gravité quantique pourra fournir, détermineront si le rebond est réellement possible. L'une des principales candidates pour ce rôle est la gravité quantique à boucle. Contrairement à la théorie des cordes, celle-ci n'exige pas de dimension supplémentaire. Elle postule que l'espace-temps lui-même n'est ni lisse ni continu, mais qu'il est constitué de minuscules boucles ou de nœuds discrets. Selon cette théorie, il existerait une limite absolue à la densité de la matière. L'univers ne peut pas être compressé jusqu'à un point de densité infinie. Lorsque cette densité atteint ce seuil, la gravité cesse d'être une force d'attraction pour se transformer en une force de répulsion. C'est cette force de répulsion quantique qui provoque alors le grand rebond. La gravité quantique à boucle prédit ainsi naturellement la nature cyclique de l'univers, remplaçant la singularité classique par un rebond quantique. Si cette théorie s'avère exacte, les cycles d'expansion et de contraction ne sont plus une simple hypothèse, mais bien une propriété fondamentale du tissu même de la réalité. Cela signifie que notre univers a été nécessairement enfanté par un univers précédent et qu'il engendrera tout aussi nécessairement le suivant.
Il s'agit d'un processus éternel et inéluctable, inscrit dans les fondements mêmes de l'existence. Imaginons un instant que nous ne vivons pas seulement dans un univers cyclique, mais dans un univers qui se répète exactement. Chaque cycle est identique au précédent, jusqu'au dernier quantum. Qu'est-ce que cela signifie pour notre concept de libre arbitre? Si chacune de vos actions, chacune de vos pensées, chaque sentiment a déjà été prédéterminé dans le cycle précédent et sera reproduit à l'identique dans le suivant, avons-nous encore le moindre choix? Cette interrogation nous ramène à l'ancien débat entre le déterminisme et le libre arbitre. Le déterminisme est cette position philosophique selon laquelle tous les événements, y compris les actions humaines, sont entièrement causés par des événements antérieurs. Dans la physique newtonienne classique, l'univers était perçu comme un gigantesque mécanisme d'horlogerie. En connaissant la position et la vitesse initiale de toutes les particules, on pourrait, en théorie, prédire tout l'avenir et reconstituer tout le passé. Dans un tel univers, le libre arbitre n'est qu'une illusion. Avec l'avènement de la mécanique quantique, de son principe d'incertitude et de sa nature probabiliste, il semblait qu'une place s'était ouverte pour le libre arbitre. Fondamentalement, le monde n'est plus entièrement prévisible. Cependant, l'idée du retour éternel, dans sa forme la plus stricte, nous ramène à une forme de déterminisme encore plus rigide, le superdéterminisme. Votre vie n'est pas seulement prédéterminée par les lois de la physique et les conditions initiales. Elle est définie par le fait qu'elle s'est déjà produite, un nombre infini de fois. Il vous est impossible de faire un autre choix car vous ne l'avez pas fait lors du cycle précédent. Cette perspective peut paraître décourageante, vidant la vie de tout sens. Pourquoi faire des efforts? Pourquoi chercher à faire le bien si tout est déjà joué? Mais il y a une autre façon de considérer cela. À l'instar de l'expérience de pensée de Nietzsche, cette connaissance peut conférer à vos actions une signification inouïe. Si votre acte doit se répéter éternellement, vous devez l'accomplir d'une manière qui vous permette de vouloir le revivre encore et encore. Cela nous oblige à aborder chaque instant de la vie avec une gravité et une responsabilité extrêmes. Chaque choix devient un choix éternel. Peut-être que le libre arbitre ne réside pas dans la capacité de modifier le cours des événements, mais plutôt dans celle d'accepter son destin et de le vivre avec dignité, courage et amour. Ce n'est pas la liberté de la fatalité, mais la liberté dans la fatalité. C'est la capacité de dire oui au retour éternel, transformant cette idée d'une malédiction en une bénédiction. Notre voyage à travers les cycles du temps serait incomplet sans évoquer un autre type de cyclicité, prédit par certaines théories cosmologiques, ce que l'on appelle l'inflation éternelle. Rappelons que l'inflation est cette période hypothétique d'expansion ultra rapide, survenue dans les tout premiers instants suivant le Big Bang. La théorie de l'inflation éternelle suggère que ce processus, une fois amorcé, ne s'arrête jamais complètement. L'univers dans son ensemble, ou plus précisément le multivers, est en expansion perpétuelle. Cependant, dans certaines de ces régions, l'inflation s'arrête aléatoirement, donnant naissance à des univers-bulles similaires aux nôtres. À l'intérieur de ces bulles, l'inflation s'est stoppée, laissant place à un Big Bang classique, plus lent. Mais au-delà de ces frontières, l'espace continue d'entrer en inflation à une vitesse folle, donnant sans cesse naissance à de nouveaux univers-bulles. Ce processus est sans fin. Il génère une quantité infinie d'univers, chacun pouvant être régi par ses propres lois physiques. Dans un tel multivers infini, tout ce qui peut arriver arrivera nécessairement. Et cela se produira un nombre infini de fois. Ceci nous amène à une autre forme d'éternel retour. Quelque part, dans l'immensité sans borne du multivers, il existerait une autre bulle où l'histoire s'est déroulée exactement comme dans la nôtre. On y trouve une copie exacte de notre galaxie, de notre planète, et, par conséquent,
de vous. Et il existe une infinité de telles copies. Il ne s'agit pas d'un cycle temporel, comme dans les modèles du grand rebond ou de Penrose, mais d'une répétition spatiale. Votre vie n'est pas reproduite dans le temps au sein du même univers, elle est répétée dans l'espace, à travers un nombre infini d'univers parallèles. D'un point de vue philosophique, le résultat est d'Orphée-Mitchy est le même. Votre vie n'est pas unique. Elle n'est qu'un exemplaire parmi une infinité d'autres copies identiques. Cela nous force à interroger la nature de l'identité. Qu'est-ce qui fait de vous, vous? S'il existe un nombre illimité de vos doubles exacts vivant la même existence, où se situe votre moi? Est-ce une propriété unique de cette combinaison atomique précise, ou bien un motif abstrait qui se matérialise en une multitude d'endroits? Ces questions dépassent largement le cadre de la physique pure, mais elles sont soulevées inévitablement lorsque nous cherchons à appréhender les théories les plus audacieuses et les plus vastes concernant la structure de la réalité. Abordons maintenant une autre conception fascinante liée au temps cyclique, une idée qui nous vient des domaines de l'informatique et de la physique théorique. Il s'agit de l'hypothèse de l'univers calculable ou de la physique numérique. Au cœur de cette théorie réside la supposition selon laquelle l'univers, à son niveau le plus fondamental, n'est pas un ensemble de particules et de champs, mais plutôt un ordinateur gigantesque exécutant un programme. Chaque processus, chaque interaction de particules ne serait qu'une opération de calcul élémentaire. L'intégralité de l'évolution de l'univers serait alors le résultat de l'exécution de ce calculateur cosmique. Si cette hypothèse est vérifiée, la question de la nature de ce programme se pose immédiatement. Est-il infini ou bien possède-t-il une longueur limitée qui le ferait inévitablement se répéter au fil du temps? Imaginez un simple programme informatique générant des nombres pseudo-aléatoires. Bien que ces nombres paraissent aléatoires, ils sont en réalité produits selon un algorithme déterminé. Si ce programme fonctionne assez longtemps, il finira inévitablement par répéter la même séquence de nombres. Son comportement est donc cyclique. Si notre univers fonctionne comme un tel ordinateur, et que son programme, c'est-à-dire les lois de la physique, possède une complexité finie, alors son histoire aussi devrait se répéter avec le temps. L'état de l'univers tout entier à un instant donné peut être décrit par un nombre fini de bits d'information. La quantité de tels états possibles, bien qu'astronomiquement vaste, reste finie. Par conséquent, tôt ou tard, l'univers devra retourner à un état qu'il a déjà connu auparavant. Et puisque son évolution est entièrement déterministe, dictée par le programme à partir de ce point, toute son histoire ultérieure se répétera exactement selon le cycle précédent. C'est ce que l'on appelle le théorème de récurrence de Poincaré, appliqué à l'ensemble de l'univers. Ce théorème stipule que tout système clos possédant un nombre fini d'états reviendra tôt ou tard à un état arbitrairement proche de son état initial. Dans cette vision du monde, la cyclicité n'est pas le résultat d'une cosmologie exotique, avec ses rebonds ou ses branes, mais une conséquence mathématique inéluctable de la nature finie de l'information nécessaire pour décrire notre monde. Nous vivons au sein d'un cycle gigantesque, simplement parce que le programme qui fait fonctionner notre réalité n'est pas infini. Et chaque tic de ce processeur universel nous rapproche du moment où toute notre histoire entamera un nouveau tour. En examinant les différents modèles d'univers cyclique, on était naturellement amené à se demander « disposons-nous de la moindre donnée observationnelle capable de valider ou d'invalider ces idées audacieuses? Ou bien tout cela restera-t-il dans le domaine de la pure spéculation? Comme nous l'avons déjà mentionné, l'une des pistes les plus prometteuses consiste à rechercher des traces des cycles précédents dans le rayonnement fossile. Il pourrait s'agir des fameux points de Hawking prédits par Penrose ou de toute autre anomalie qui ne cadrerait pas avec le modèle inflationniste standard. Par exemple, certains modèles de grands rebonds, Big Bounce,
prédisent un spectre spécifique d'ondes gravitationnelles. Celles-ci auraient été générées lors de la phase de contraction et de rebond. Si nous parvenons à détecter et à mesurer ces ondes gravitationnelles reliques grâce aux futurs observatoires, nous serons, en théorie, en mesure de distinguer le scénario du rebond de celui de l'inflation. Une autre approche consiste à mesurer avec précision les propriétés de l'énergie noire. Nous devons déterminer si elle est une simple constante cosmologique ou si sa densité varie avec le temps, comme le suggère le modèle de la quintessence. Si de futures observations révèlent que l'énergie noire s'affaiblit ou qu'elle est même capable de changer de signe, cela constituerait un argument de poids en faveur de la possibilité d'un futur grand crunch ou grande implosion. Les scientifiques recherchent également d'éventuels écarts par rapport à la théorie de la relativité générale dans les régimes de forte gravité. Si la gravité quantique à boucle est exacte, ces effets pourraient se manifester, par exemple, dans le comportement de la matière autour des trous noirs ou dans les caractéristiques des ondes gravitationnelles issues de leur fusion. Bien sûr, toutes ces recherches se situent à la pointe de la technologie et de la pensée théorique. Les signaux que nous traquons sont extrêmement faibles et il est très difficile de les isoler du bruit de fond. Pour l'instant, le modèle inflationniste standard du Big Bang reste celui qui s'accorde le mieux avec les données actuelles. Il est plus simple et n'exige pas une physique aussi exotique. Mais la science ne s'arrête jamais. Il est possible que, dans les prochaines décennies, de nouveaux télescopes et des détecteurs d'ondes gravitationnelles plus précis nous apportent la réponse à cette question fondamentale. Peut-être pourrons-nous alors apercevoir non seulement l'image de notre univers dans son enfance, mais aussi les ombres vagues de celui qui l'a précédé. Revenons-en à notre expérience humaine pour explorer comment l'idée du temps cyclique se manifeste dans notre perception et notre psychologie. Nous avons déjà évoqué le déjà-vu, mais il existe d'autres résonances bien plus profondes. La notion de karma, si centrale dans de nombreuses religions orientales, est intrinsèquement liée à cette idée de cycle. Nos actions dans cette vie déterminent les conditions de notre prochaine existence. C'est la chaîne infinie des causes et des effets, la samsara, dont on ne peut s'échapper qu'en atteignant l'éveil. Bien que ce ne soit pas une théorie physique, elle contient la même notion de répétition et de conséquences qui transcendent les limites d'une seule vie. Sur le plan psychologique, nous revivons souvent nos propres cycles internes. Nous reproduisons les mêmes schémas comportementaux, nous faisons les mêmes erreurs relationnelles et nous revenons inlassablement à de vieilles habitudes. La psychothérapie est en grande partie un processus de prise de conscience et de rupture de ces cycles inconscients. Peut-être cette propension à la répétition à l'échelle personnelle est-elle le reflet d'un principe cosmologique plus fondamental. Même dans notre créativité, dans les histoires que nous racontons, nous revenons constamment à des structures cycliques. Le concept du monomythe, ou voyage du héros, décrit par Joseph Campbell, est intrinsèquement cyclique. Le héros quitte son monde ordinaire, traverse des épreuves dans le monde surnaturel, obtient une récompense ou une connaissance, puis revient pour régénérer son propre monde. Cette structure est le fondement d'une infinité de mythes, de contes et de films modernes. Elle résonne en nous parce qu'elle reflète notre propre expérience de croissance et de transformation qui est elle aussi cyclique. Nous passons constamment par des cycles de crise et de renaissance. L'idée d'un univers cyclique nous séduit non seulement parce qu'elle est élégante d'un point de vue scientifique, mais aussi parce qu'elle est profondément en phase avec notre expérience intérieure. Elle nous dit que la fin n'est pas toujours la fin, que la destruction peut être créatrice, et que nous avons toujours une chance de prendre un nouveau départ, de passer à la boucle suivante de la spirale, et dans ce prochain cycle, qu'il soit personnel ou cosmique, de devenir un peu meilleur. Dans le cadre de notre étude sur l'univers cyclique,
Nous avons jusqu'à présent évoqué 2 scénarios principaux pour son avenir, l'expansion éternelle ou bien la contraction suivie d'un rebond. Cependant, il existe une 3e option, intermédiaire et très spécifique, qui est intimement liée à la géométrie de Hawking de l'univers. Selon la théorie de la relativité générale, l'espace-temps peut adopter 3 géométries distinctes. Il peut être plat, à l'image d'une feuille de papier. Il peut être ouvert, caractérisé par une courbure négative comme la surface d'une selle. Enfin, il peut être fermé, présentant une courbure positive telle la surface d'une sphère. Dans les 2 premiers scénarios, tant que l'énergie noire persiste, l'univers connaîtra une expansion éternelle. Mais dans le 3e cas, celui de l'univers fermé, son destin est scellé d'avance. Un univers fermé possède un volume fini, bien qu'il soit dépourvu de frontières. C'est le même principe que la surface terrestre. Elle est finie, mais on peut y marcher indéfiniment sans jamais buter contre un bord. Un tel univers, indépendamment de la présence d'énergie noire, est ultimement condamné à un effondrement. La gravité y prendra inéluctablement le dessus. C'est d'ailleurs le seul scénario où le Big Crunch, ou le grand squeezing, est garanti. À l'heure actuelle, nos observations suggèrent que l'univers est plat avec une très grande précision. Sa courbure, si elle est présente, est extrêmement proche de 0. Cela constitue une confirmation robuste de la théorie de l'inflation, laquelle prédit précisément cette platitude. Cependant, nos mesures ne sont pas infaillibles. Il est possible que l'univers possède en réalité une très légère courbure positive que nous ne parvenons pas encore à détecter. Si tel est le cas, nous vivons à la surface d'une gigantesque hypersphère quadridimensionnelle. Et bien qu'il soit actuellement en pleine expansion, il atteindra dans un futur lointain sa taille maximale avant d'entamer sa contraction. Ce scénario rend l'idée du Big Bounce, ou grand rebond, la plus naturelle et la plus inéluctable. Si l'univers est effectivement fermé, alors les cycles d'expansion et de contraction pourraient être sa propriété intrinsèque. On pourrait comparer cela à la respiration, l'inspiration ou l'expansion, et l'expiration, la contraction, ne sont que 2 phases d'un seul et même processus. Dans un tel univers, le problème de la fuite vers l'infini disparaît. Tout ce qu'il contient reviendra tôt ou tard pour prendre part au nouveau cycle. La question de la géométrie cosmique demeure l'un des enjeux majeurs de la cosmologie moderne. De futures mesures, encore plus précises, pourraient y apporter une réponse définitive et ainsi, potentiellement, sceller le destin de notre monde en confirmant sa nature éternelle et cyclique. Nous avons beaucoup discuté de la manière dont les univers se succèdent. Mais qu'est-ce qui est exactement transféré d'un cycle à l'autre? Est-ce que ce sont seulement les lois fondamentales de la physique, ou y a-t-il quelque chose de plus? Abordons cette question sous l'angle de la complexité. Notre univers, au fil du temps, gagne en sophistication. D'une simple soupe homogène de particules à ses débuts, il a évolué pour former des structures d'une complexité inouïe. Galaxies, étoiles, planètes, et finalement la vie et la conscience. Ce processus d'accroissement de la complexité semble, à première vue, contredire la 2e loi de la thermodynamique, celle qui stipule l'augmentation du désordre ou du chaos. Mais, en réalité, il s'agit des 2 faces d'une même médaille. La création d'un ordre localisé, comme un organisme vivant, s'accompagne toujours d'une augmentation du désordre global ou de l'entropie dans l'environnement. Prenons l'exemple du Soleil. En fournissant de l'énergie à faible entropie, il permet à la vie terrestre de bâtir des structures complexes, mais ce faisant, le Soleil lui-même et l'univers dans son ensemble deviennent intrinsèquement plus chaotiques. Imaginons maintenant ce qui se passe à la fin du cycle. Dans le modèle du Big Crunch ou de la grande implosion, toute cette complexité accumulée, galaxies, étoiles, informations, serait anéantie dans un creuset ardent.
Il semblerait alors que chaque cycle reparte de zéro, d'un état simple et homogène. Mais est-ce vraiment le cas? Certains théoriciens, comme Lee Smolin, déjà mentionné, suggèrent que le mécanisme de renaissance de l'univers pourrait être imparfait. Il pourrait conserver une certaine quantité d'informations concernant la complexité du cycle précédent. C'est comparable à la manière dont l'ADN transmet l'information sur la sophistication d'un organisme de génération en génération. Peut-être existe-t-il des gènes cosmologiques transmis lors du grand rebond, ou Big Bounce. Dans cette perspective, l'univers n'évoluerait pas seulement par la modification de ses lois physiques, mais aussi par l'accumulation progressive de sa complexité. Chaque cycle suivant serait potentiellement plus complexe que le précédent et posséderait un plus grand potentiel pour le développement de la vie et de la conscience. Dans ce tableau captivant, nous ne sommes pas de simples habitants fortuits d'une série de répétitions infinies et dénuées de sens. Nous pourrions faire partie d'un processus grandiose d'évolution cosmique, un processus dans lequel l'univers apprend, se développe et devient de plus en plus sophistiqué, et peut-être même plus intelligent, à chaque nouvelle renaissance. Notre conscience ne serait pas le point d'arrivée, mais seulement un échelon dans cette ascension infinie. Concentrons-nous sur la théorie de Penrose, car elle nous propose la perspective la plus radicale et la plus élégante sur la nature du temps et sa conclusion. L'idée maîtresse de sa cosmologie cyclique conforme, ou CCC, est la suivante. Aux deux états extrêmes de l'univers, au début, une singularité chaude et dense, et à la fin, une infinité froide et vide, les lois de la physique deviennent insensibles à l'échelle. C'est ce qu'on appelle l'invariance conforme. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez une photographie. Vous pouvez l'agrandir ou la réduire, toutes les proportions restent intactes. Les angles sont préservés, les formes aussi. C'est exactement le cas pour l'univers dans ces deux états extrêmes. Ces lois physiques demeurent identiques, que vous le dilaterez ou le contracterez. Penrose soutient que cela se produit car, dans ces états, l'univers ne contient plus rien qui possède une masse au repos. Au début, c'est un plasma brûlant de particules sans masse. À la fin, après l'évaporation des trous noirs, ce n'est qu'un gaz froid composé de photons sans masse. Or, sans masse, comme nous l'avons dit, les notions de temps et de distance perdent leur signification. Il n'y a plus de horloge pour mesurer le temps, ni de règle pour mesurer l'espace. Et c'est là que Penrose opère son coup de génie mathématique. Il dit, si l'échelle n'a plus d'importance, alors contractons simplement l'univers futur, infiniment grand et vide jusqu'à en faire un point infiniment petit. D'un point de vue physique, cela ne change absolument rien. Or, ce point infiniment petit n'est autre que la singularité du Big Bang. Ainsi, la fin d'un monde devient le commencement d'un autre. Ce n'est pas un processus de compression physique, comme dans la théorie du grand rebond, Big Bounce. C'est plutôt une identification mathématique. L'infinité future d'un néon est la singularité initiale de l'éon suivant. C'est comparable à une carte du monde où le bord est correspond au bord ouest. Vous pouvez naviguer vers l'est et finir par réapparaître par l'ouest. De même, dans le temps, en progressant infiniment vers le futur, vous rejoignez le passé. Le temps, dans ce modèle, est véritablement un cercle fermé. Le plus frappant, c'est que ce modèle résout le problème de l'entropie. Toute l'entropie gigantesque de notre monde est, selon Penrose, transférée à l'éon suivant, servant de fondation à son propre commencement ordonné. C'est l'une des idées les plus magnifiques et les plus audacieuses de la science contemporaine, nous forçant à reconsidérer entièrement la nature du temps, de l'espace et de l'éternité. Abordons une autre question. Une question cruciale qui surgit inévitablement dès lors que l'on envisage un univers cyclique. Si ces cycles existent, sont-ils de parfaites répliques? Ou chaque nouveau cycle
autorise-t-il une part de hasard et de nouveauté? Nous retrouvons ici l'opposition fondamentale entre la physique classique et la physique quantique. Si notre monde n'était qu'un mécanisme purement classique et déterministe, et s'il revenait à la fin de chaque cycle exactement au même état initial, alors oui, toute son histoire subséquente serait une réplique exacte de la précédente. Ce serait un véritable jour de la marmotte à l'échelle cosmique. Chaque particule répéterait sa trajectoire. Chaque étoile s'allumerait et s'éteindrait au même instant précis. Chaque être vivant mènerait rigoureusement la même existence. Or, nous savons que, à un niveau fondamental, notre monde obéit aux lois de la mécanique quantique. Et la mécanique quantique est, par essence, probabiliste. Nous ne pouvons jamais prédire avec certitude le moment exact où un atome radioactif donné va se désintégrer. Nous ne pouvons qu'évaluer la probabilité de cet événement. De même, de nombreux processus dans l'univers, de la formation des galaxies aux mutations de l'ADN, reposent sur l'aléatoire quantique. Qu'est-ce que cela signifie pour les modèles cycliques? Cela signifie que même si l'univers commence un nouveau cycle avec les mêmes paramètres macroscopiques, même densité, même température, même loi physique, son histoire microscopique peut être radicalement différente. Les fluctuations quantiques de l'univers primordial, celles qui se sont amplifiées pour former ensuite les amas de galaxies, seront uniques à chaque cycle. C'est comme lancer les dés. Même si vous les lancez depuis la même position et avec la même force, le résultat sera légèrement différent à chaque fois, à cause de ces fluctuations microscopiques. Ainsi, chaque nouveau cycle de l'univers est un nouveau jet de dés. Les galaxies peuvent se former à des endroits différents. Les étoiles peuvent avoir une masse différente. Sur des planètes comme la Terre, l'évolution pourrait prendre des chemins complètement inédits. Peut-être que dans un cycle, les dinosaures n'auraient pas disparu. Dans un autre, la vie intelligente émergerait sur Mars. Dans un troisième, elle n'existerait pas du tout. Cela signifie que l'éternel retour n'est pas une répétition servile, mais une création éternelle. L'univers joue une nouvelle partie à chaque fois, utilisant les mêmes règles, mais obtenant un résultat unique. Dans cette série infinie de variations sur le même thème, toutes les histoires des possibles sont réalisées. Notre vie, dans ce scénario, est unique à ce cycle précis, mais elle n'est qu'une parmi l'infinité de versions qui ont existé, existent et existeront. L'univers dans lequel nous vivons nous paraît incroyablement hospitalier. Ce constat est au cœur du fameux principe anthropique qui, dans sa formulation faible, énonce ceci. Nous observons l'univers tel qu'il est, parce que s'il avait été différent, nous ne serions tout simplement pas là pour l'observer. Prenons un exemple. Si la gravité était légèrement plus forte, les étoiles se consumeraient trop rapidement, ne laissant pas le temps nécessaire au développement de la vie. Si elle était un peu plus faible, les étoiles et les planètes n'auraient même jamais pu se former. Cette assertion peut sembler presque tautologique, mais elle prend une profondeur bien plus grande dans le contexte du multivers ou de la cosmologie cyclique. S'il existe un nombre immense, peut-être infini, d'univers ou de cycles, chacun régi par ses propres lois physiques et ses conditions initiales, il n'y a rien de surprenant à ce que nous nous soyons retrouvés précisément dans celui qui est viable. C'est comme si vous vous réveilliez dans une maison dont la température, l'humidité et la composition de l'air sont idéales. Si c'était la seule maison au monde, ce serait un miracle. Mais s'il s'agit de l'une des milliards de maisons, chacune ayant des conditions différentes, il n'y a rien d'étonnant à ce que vous vous retrouviez dans celle-ci. Vous ne pourriez tout simplement pas vous réveiller dans une maison dont l'atmosphère est toxique. De la même manière, en tant qu'observateurs, nous ne pouvons exister par définition que dans un univers hospitalier. La cosmologie cyclique fournit un excellent laboratoire d'application pour le principe anthropique. Dans ce modèle, où chaque cycle cosmique naît avec un jeu de constantes aléatoires, la plupart des cycles seront morts
sans étoiles et sans vie. Mais tôt ou tard, dans cette loterie cosmique, un ticket gagnant sortira. Un jeu de constantes semblables aux nôtres. C'est précisément dans ces cycles que des êtres conscients apparaîtront, s'émerveillant de la finesse du réglage de leur monde. De cette manière, le modèle cyclique peut expliquer l'ajustement fin de l'univers sans avoir recours à l'idée d'un dessein divin ou d'une chance incroyable. Notre univers nous est si favorable, non pas parce qu'il aurait été créé pour nous, mais parce que nous ne pouvions émerger que dans un tel environnement. Et de tels univers, il y en a eu, il y en a et il y en aura une infinité dans l'éternel cycle des naissances et des morts cosmiques. Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises les trous noirs comme des objets cruciaux pour le destin de l'univers, surtout dans la théorie de Penrose. Attardons-nous sur leur rôle de manière plus détaillée. Les trous noirs sont, en un certain sens, le point final de l'évolution de la matière dans notre éon. Ce sont les objets les plus anthropiques de l'univers. Toute l'information et la structure de la matière qui y tombe sont perdues, transformées en pure entropie, directement liées à la surface de leur horizon des événements. Dans un scénario d'expansion éternelle, après que toutes les étoiles se seront éteintes et que toute la matière ordinaire se sera désintégrée, les trous noirs supermassifs resteront les derniers objets macroscopiques de l'univers. Ils s'évaporeront alors lentement, incroyablement lentement, pendant des trillions de trillions d'années, restituant leur masse énergie au cosmos sous forme de rayonnement de Hawking. Les trous noirs sont donc les grands recycleurs de la matière. Ils captent la matière ordonnée, étoiles, gaz, planètes, et la transforment en rayonnement thermique d'un désordre maximal. Du point de vue de Penrose, c'est précisément ce processus qui prépare l'univers à la transition vers l'éon suivant. Les trous noirs détruisent toute la masse, ne laissant derrière eux que des photons sans masse, une condition essentielle pour l'établissement de l'invariance conforme et le redémarrage de l'univers. Dans le modèle de sélection naturelle cosmologique de Lys-Molin, les trous noirs jouent un rôle encore plus actif. Ils ne sont pas de simples recycleurs, mais les germes de nouveaux univers. Chaque effondrement d'étoiles en trous noirs générerait, ailleurs, un nouveau Big Bang, un nouvel univers. Dans cette vision du monde, notre univers fourmille littéralement de embryons de mondes futurs. Ainsi, ces objets mystérieux et terrifiants pourraient ne pas représenter la fin de tout, mais au contraire, le maillon essentiel d'un cycle éternel de renaissance cosmique. Ils sont à la fois l'utérus, qui porte de nouveaux mondes, et le feu purificateur qui prépare l'ancien monde à la transmigration. Comprendre la véritable nature des trous noirs et les processus qui s'y déroulent est la clé pour appréhender le destin ultime de notre univers et peut-être même son origine. Pour clore notre voyage scientifique, revenons un instant à sa dimension la plus humaine et existentielle. Comment vivre avec la conscience que nous pourrions faire partie d'un cycle infini ? Selon notre perception du monde, cette idée peut susciter des sentiments diamétralement opposés. Pour certains, c'est une source de profond désespoir. Si tout se répète, alors il n'y a plus de progrès. L'histoire n'est plus une ascension vers un but ultime, mais une course circulaire, absurde et impitoyable. Toutes nos réalisations, nos œuvres d'art, nos découvertes scientifiques seraient anéanties à la fin du cycle pour être recréées à nouveau dans le suivant. Cela prive l'activité humaine de tout sens final. Nous sommes comme Sisyphe, qui roule éternellement son rocher, sachant qu'il finira toujours par retomber. Dans cette vision du monde, il n'y a pas de victoire définitive du bien sur le mal, pas de salut, pas de paradis. Il n'y a que l'éternel retour du même. En revanche, pour d'autres, cette même idée peut devenir une source de grand réconfort et de libération. Si l'univers est éternel et autosuffisant, il n'a besoin ni d'un créateur externe, ni d'un but final pour être porteur de sens. Son sens réside dans son existence même,
dans cette danse éternelle de création et de destruction. Il n'est pas en marche vers quelque chose. Il est, simplement. Et nous, en tant que partie intégrante, pouvons également trouver un sens, non pas dans l'atteinte d'un objectif extérieur, mais dans la plénitude de chaque instant vécu. L'idée de cyclicité nous décharge du fardeau de la responsabilité du résultat final de l'histoire. Notre mission n'est pas de sauver le monde une fois pour toutes, mais de vivre pleinement notre vie, de jouer notre rôle dans cet acte spécifique du drame cosmique avec le maximum de plénitude, de conscience et d'amour. En outre, l'idée de l'éternel retour nous procure un profond sentiment d'enracinement et d'appartenance. Nous ne sommes pas de simples poussières jetées dans un cosmos hostile et indifférent qui disparaîtra un jour sans laisser de traces. Nous sommes une partie intrinsèque d'un processus éternel et indestructible. Nous avons toujours été et nous serons toujours sous une forme ou une autre. Nos atomes ont pris part à d'innombrables cycles passés et participeront à d'innombrables cycles à venir. Cette pensée peut engendrer un sentiment de paix profonde et d'acceptation, similaire à celui que nous éprouvons face au mouvement incessant des vagues de l'océan ou au cycle des saisons. Pour clore ce long entretien, permettez-moi de revisiter le paysage d'idées que nous avons exploré. Nous avons débuté avec une question simple, mais ô combien subversive. Et si le temps était cyclique? Nous avons constaté que cette idée, aussi vieille que le monde, résonne jusque dans la science la plus moderne. Nous avons découvert la théorie du grand rebond, ou Big Bounce, où notre univers renaît des cendres du précédent après s'être contracté jusqu'à l'extrême. Nous avons vu comment ce modèle combat deux ennemis majeurs, l'énergie noire qui menace de disloquer le cosmos, et l'entropie qui risquerait de rendre chaque cycle subséquent plus chaotique et stérile. Puis, nous nous sommes plongés dans le monde fascinant de la cosmologie cyclique conforme, CCC, de Roger Penrose. Ici, le futur infiniment lointain et vide d'un univers devient, comme par magie, le commencement infiniment petit et brûlant du suivant. Dans cette vision, il n'y a ni contraction ni rebond, juste une transition fluide et mathématiquement élégante qui gomme la frontière entre la fin et le début. Nous avons également effleuré le monde encore plus étrange de la théorie des cordes, où notre univers n'est qu'une membrane, une brane, flottant dans des dimensions supérieures. Sa naissance résulterait de la collision avec une autre brane similaire. Cette danse éternelle des branes dans l'hyperespace engendre également une chaîne infinie de naissances et de morts. Nous avons constaté que, malgré leurs différences fondamentales, toutes ces théories partagent un même objectif, résoudre le problème de la singularité initiale, cette question embarrassante. Qu'y avait-il avant le commencement? Elle remplace l'idée d'une création unique par celle d'un processus éternel, d'un auto-renouvellement perpétuel. Elle postule que l'univers n'a pas besoin de commencement, car il n'a jamais commencé et ne finira jamais. Il est, tout simplement, dans un cycle éternel de transformation. Nous n'avons pas encore de réponse définitive sur la validité de l'une ou l'autre de ces théories, ou même si l'une d'elles est la bonne. Nous nous tenons à la frontière de notre savoir, là où la science rejoint la philosophie et touche presque à la poésie. Mais l'existence même de ces idées élargit notre conscience et nous force à reconsidérer nos concepts les plus fondamentaux, le temps, l'existence et notre propre place dans cette fresque grandiose, insondable et peut-être éternellement répétitive. Notre long voyage à travers les cycles du temps touche à son terme. Nous avons débuté avec l'intuition du temps comme un fleuve rectiligne pour aboutir à des concepts vertigineux d'un océan cosmique éternel où les vagues de naissance et de mort se succèdent à l'infini. Nous avons constaté que la science contemporaine, dans ses manifestations les plus audacieuses,
renoue avec ces images mythologiques et anciennes de cycles et de renaissance, mais en les enrichissant d'un contenu nouveau, purement mathématique et physique. Nous avons compris que derrière le tableau familier du Big Bang pourrait se cacher quelque chose de bien plus grandiose, une succession infinie d'univers. Peut-être notre univers rebondit-il sur lui-même selon le modèle du grand rebond, évitant la singularité grâce aux lois de la gravité quantique. Ou peut-être n'est-il qu'un éon dans l'infinie chaîne de Penrose, où la mort par le froid et le vide se transforme paradoxalement en la naissance ardente d'un nouveau monde. À moins que notre réalité entière ne soit le simple fruit d'une collision entre des membranes invisibles dans un espace multidimensionnel. Chacune de ces théories résout à sa manière les grandes énigmes de la cosmologie. Le problème de l'origine, le problème de l'homogénéité et de la platitude, ainsi que le problème du réglage fin. Et chacune nous ouvre une perspective nouvelle et fascinante. La perspective d'un monde qui n'a pas été créé et qui ne sera pas détruit. Un monde autosuffisant, éternel et peut-être en constante évolution. Nous avons également abordé les conséquences philosophiques de ces idées. La notion d'éternel retour nous force à reconsidérer les concepts de sens, de libre arbitre et de l'unicité de notre existence. Elle peut autant effrayer par son fatalisme qu'inspirer à vivre chaque instant avec une intensité maximale, comme s'il était destiné à être répété éternellement. Cette connaissance ne nous apporte pas de réponses toutes faites, mais elle pose les bonnes questions. Elle déplace notre attention du tumulte quotidien vers les mystères fondamentaux et éternels de l'existence. Et peut-être est-ce là l'objectif principal de la science, non seulement expliquer le monde, mais aussi éveiller en nous un sentiment d'émerveillement et de respect face à lui. Que ces réflexions vous accompagnent lorsque vous vous plongerez dans le sommeil. Ce sommeil qui est, en lui-même, un petit cycle de mort et de renaissance, la fin d'un jour et le début d'un autre. Peut-être qu'à travers ces cycles quotidiens, nous répétons inconsciemment le grand rythme cosmique dont nous faisons partie. Nous avons parcouru un long chemin. D'une simple interrogation sur la nature du temps, nous nous sommes aventurés jusqu'aux frontières de la physique et de la philosophie contemporaine. Nous avons découvert que l'univers n'est peut-être pas une histoire à usage unique, avec un début et une fin, mais plutôt un poème éternel dont les strophes se répètent, parfois avec de légères variations et parfois à l'identique. Les théories du grand rebond, de la cosmologie cyclique conforme, ou encore celle des brânes en collision, toutes pointent vers la même possibilité. Notre monde n'est qu'un maillon dans une chaîne infinie. Le plus important, peut-être, c'est que ces idées ont cessé d'être de la pure fantaisie. Les scientifiques en cherchent la confirmation dans le fond diffus cosmologique, dans les ondes gravitationnelles et dans les propriétés de l'énergie noire. Peut-être que de notre vivant, nous obtiendrons les premiers indices. Et quelle que soit la vérité qui émergera, cette simple possibilité change tout. Elle nous dit que rien ne disparaît sans laisser de traces. Que la fin n'est peut-être qu'un nouveau commencement. Que le tissu même de la réalité pourrait être cyclique. Merci d'avoir passé ce temps avec moi à réfléchir à ces questions fondamentales. J'espère que ce voyage a été aussi fascinant pour vous que pour moi, et qu'il vous aidera à trouver le sommeil en toute sérénité. Si cette conférence vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde de la science et du cosmos. À présent, juste avant de vous endormir définitivement, je voudrais vous poser une question. Laissez-moi votre réponse dans les commentaires à votre réveil. Si vous saviez avec certitude que votre vie, avec toutes ses joies et ses peines, allait se répéter dans les moindres détails une quantité innombrable de fois, que changeriez-vous immédiatement? Bonne nuit et faites de beaux rêves d'éternité.